Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des ouvrages les plus puissants et pourtant méconnus du développement personnel. La couronne de l'individualité, écrit par William George Jordan. Un livre qui ne cherche pas à t'améliorer, mais à te révéler. Un livre qui ne parle pas de motivation, mais de souveraineté intérieure. Un livre qui te rappelle que la plus grande force au monde, c'est un individu capable de penser, de vouloir et d'agir selon sa propre vérité. Prépare-toi à redécouvrir la noblesse de ton caractère, la puissance de ta pensée et la grandeur de ton individualité. Présenté et interprété par les rares livres. Introduction. Dans un monde qui avance à une vitesse vertigineuse, où les voix se superposent et où les opinions circulent à une cadence étourdissante, l'individu semble parfois disparaître sous le poids de la conformité. Les influences extérieures se mêlent aux exigences sociales, les normes dictent les comportements, et l'on finit par se demander si l'être humain se connaît encore lui-même. C'est dans cette tempête que William George Jordan élève sa voix, rappelant une vérité oubliée. Chaque individu est un royaume intérieur, un univers complet doté d'une valeur sacrée et unique. Pour lui, l'individualité n'est pas une simple caractéristique humaine. Elle est la couronne invisible qui distingue chaque être, la marque de la grandeur potentielle qui sommeille en chacun. Jordan affirme que l'individu n'a pas été créé pour suivre la foule, mais pour exprimer une essence singulière, un rythme propre, une lumière intérieure qui ne ressemble à aucune autre. Cette lumière, dit-il, s'éteint lorsqu'on vit selon les attentes des autres, mais elle s'embrase lorsque l'on ose être soi, profondément, entièrement, authentiquement. Le problème de l'homme moderne, selon Jordan, ne vient pas d'un manque de moyens, d'intelligence ou de capacité, mais d'un abandon progressif de sa propre souveraineté intérieure. L'individu se perd dans un océan de comparaison, cherchant l'approbation comme on chercherait un phare, oubliant que la véritable lumière se trouve en lui. À force de vouloir imiter, il se dissout. À force de vouloir appartenir, il se trahit. Le conformisme, pour Jordan, est la grande maladie silencieuse de notre époque. Il rend l'homme plus petit que ce qu'il est réellement. Il dérobe son courage, affaiblit sa pensée et le prive de son autorité intérieure. Au lieu de régner sur sa vie, l'homme moderne s'y promène en étranger, influencé par les courants sans jamais suivre sa propre direction. Pourtant, la véritable puissance ne se trouve pas dans le confort des routes déjà tracées, mais dans l'art de tracer son propre chemin, même lorsque celui-ci paraît solitaire. Car c'est dans la solitude consciente, dans le face-à-face avec soi-même, que naît la force de caractère. William George Jordan propose une vision résolument révolutionnaire. L'individualité n'est pas quelque chose à modifier, à lisser ou à normaliser. C'est quelque chose à couronner. Le rôle de chacun n'est pas de devenir une copie conforme d'un modèle extérieur, mais d'apprendre à gouverner son royaume intérieur avec sagesse, fermeté et noblesse. Il ne s'agit pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même. Il ne s'agit pas d'affirmer son ego, mais de révéler son essence. La souveraineté intérieure, chez Jordan, est l'art de vivre avec un sens profond de sa propre valeur, de ses propres choix et de sa propre responsabilité. C'est comprendre que la vraie liberté ne dépend ni des circonstances ni des opinions extérieures, mais de la puissance tranquille que l'on cultive en soi. Cette souveraineté n'est pas bruyante, elle est sereine. Elle n'a pas besoin d'attirer l'attention, elle rayonne naturellement, silencieusement, comme une présence qui impose le respect sans l'exiger. À travers son ouvrage, Jordan veut rappeler que chaque vie humaine est une œuvre en construction, et que l'individu possède en lui les matériaux les plus nobles pour en faire quelque chose de grand. Mais encore faut-il qu'il ait le courage de s'appartenir totalement. Retrouver sa souveraineté intérieure, c'est revenir à l'essentiel. Penser par soi-même, sentir par soi-même, agir selon ses propres principes. C'est refuser les distractions qui dispersent, les peurs qui paralysent et les influences qui déforment. C'est bâtir une force intérieure si stable que rien à l'extérieur ne peut la briser. Ainsi, l'individualité devient non seulement un trésor, mais une responsabilité sacrée. Jordan invite chacun à se redresser, à reprendre sa couronne invisible, à redevenir le maître de sa vie plutôt qu'un simple passager. Dans un monde saturé de distractions et d'opinions, le message de Jordan résonne comme un appel à la renaissance personnelle. Il nous dit que l'individu n'est pas perdu, il est simplement endormi. Et il est temps de le réveiller, de le ramener à sa véritable place, non pas dans l'ombre de la foule, mais au centre de son propre royaume. Car l'individualité n'est pas un luxe spirituel,
Elle est la source de toute créativité, de toute liberté et de toute grandeur humaine. Et celui qui ose retrouver cette souveraineté intérieure commence enfin à vivre non plus comme un imitateur, mais comme un être pleinement éveillé. Chapitre 1. Le pouvoir silencieux de l'authenticité. Il existe dans la nature humaine une puissance tranquille que la plupart des gens n'approchent jamais. La force d'être soi-même, pleinement, sans masque, sans imitation, sans chercher à entrer dans un moule fabriqué par les autres. Cette force, William George Jordan l'appelle le pouvoir silencieux de l'authenticité. Elle n'a rien de spectaculaire, elle ne s'impose pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme tout. Car l'homme qui se connaît, qui sait d'où vient sa valeur et ce qu'il représente intérieurement, ne copie plus. Il n'a plus besoin d'emprunter les idées des autres, leurs gestes, leurs ambitions, leurs rêves, leur manière de parler ou de penser. Il devient une source et non un reflet. Jordan explique que le plus grand drame de l'humanité n'est pas le manque de talent, ni le manque d'opportunités, mais le manque de rencontre entre un individu et sa propre nature. Tant que l'homme n'a pas découvert sa véritable identité, il cherche à se construire à travers des modèles extérieurs, comme une maison de sable bâtie avec les chutes des autres. Mais le jour où il se trouve, il cesse d'imiter. Ce n'est pas un acte volontaire, c'est une conséquence naturelle. Celui qui découvre sa propre lumière n'a plus besoin de marcher dans l'ombre d'un autre. L'homme qui se connaît devient un être souverain. Il n'a pas besoin de se comparer, ni de prouver, ni de convaincre quiconque de sa valeur. Sa force vient de l'intérieur, non du regard des autres. Cette autonomie intérieure est rare, car le monde moderne favorise l'imitation à tous les niveaux. L'école, la société, les médias, les réseaux sociaux, tout pousse l'individu à reproduire ce qui existe déjà, à chercher la validation plutôt que l'expression personnelle. Jordan affirme que cette tendance est l'une des plus grandes sources de faiblesse humaine. L'imitation détruit la personnalité comme la rouille détruit le métal. Elle rend l'individu hésitant, fragile, dépendant de l'extérieur. Elle lui enlève le courage de penser par lui-même. Pourtant, dès qu'un homme ose être entièrement ce qu'il est, une transformation profonde se produit. Il devient magnétique. Sa présence attire, son attitude inspire, sa parole porte. Non pas parce qu'il cherche à impressionner, mais parce qu'il dégage l'harmonie intérieure qui naît lorsque l'on vit en accord avec son essence. Les originaux possèdent une force que les imitateurs ne peuvent atteindre, celle de la cohérence intérieure. Jordan insiste sur le fait que l'authenticité n'est pas seulement une qualité morale, c'est une puissance psychologique. Elle agit comme un champ magnétique subtil. Les gens sentent quand un individu est vrai. Ils perçoivent sa stabilité, sa clarté, sa sincérité. L'authenticité rassure, apaise, ouvre la voie à la confiance. L'homme authentique n'a pas besoin de se justifier. Sa seule présence annonce qu'il est ancré dans une vérité personnelle. Et cette vérité crée autour de lui une forme de respect naturel, silencieux. Les autres peuvent ne pas comprendre pourquoi, mais ils le ressentent. Car l'authenticité possède un langage que l'âme reconnaît immédiatement. Elle est une affirmation tranquille. Voici qui je suis, et cela suffit. En revanche, l'imitation crée une dissonance intérieure. L'individu sait qu'il porte un masque, même s'il ne l'avoue pas. Il ressent sans cesse la peur d'être découvert, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de décevoir. Il devient un acteur qui doit constamment jouer son rôle, s'ajuster, surveiller ses gestes, ses mots, ses regards. Cette tension l'affaiblit, alors que l'authenticité libère et renforce. Paradoxalement, la société récompense souvent les imitateurs. Ceux qui suivent les règles sans questionner, ceux qui adoptent les tendances, ceux qui vivent selon l'image attendue d'eux. Le système aime les gens prévisibles, conformes, faciles à catégoriser. Les imitateurs obtiennent des approbations rapides, des louanges superficielles, des avantages sociaux. Ils plaisent parce qu'ils ressemblent à tout le monde, parce qu'ils ne dérangent pas l'ordre établi, parce qu'ils évitent les risques. Mais Jordan rappelle une vérité plus profonde. Si la société récompense les imitateurs, elle admire les originaux. Les modèles, les créateurs, les esprits libres, les pionniers, ceux qui ont marqué l'histoire ou simplement inspiré leur entourage, ce ne sont jamais ceux qui ont cherché à ressembler aux autres.
Ce sont ceux qui ont osé exprimer leur individualité, même lorsque cela semblait aller à contre-courant. Les originaux ne sont pas toujours compris au début, mais ils sont respectés à la fin, car ce qu'ils apportent est unique. L'authenticité est toujours rare, et tout ce qui est rare finit par avoir de la valeur. Jordan souligne que l'admiration profonde ne se donne jamais à ceux qui imitent, mais à ceux qui incarnent quelque chose de vrai. Les imitateurs brillent un instant, les originaux illuminent une époque. Pourtant, devenir un original n'est pas un geste spectaculaire, c'est un processus intérieur, une manière d'être. L'homme qui se connaît ne cherche pas à se distinguer, il se distingue naturellement. Il ne cherche pas l'attention, elle vient à lui. Il ne cherche pas à plaire, il inspire. Cette force silencieuse est la marque des grandes personnalités. Pour Jordan, l'authenticité ne consiste pas à montrer sa différence, mais à l'habiter. Ce n'est pas imposer son individualité, mais la vivre. Celui qui veut absolument affirmer sa singularité montre déjà qu'il doute d'elle. L'authenticité n'a rien à prouver. Elle est stable, tranquille, profonde. Elle s'enracine dans la connaissance de soi, connaître ses valeurs, ses convictions, ses forces, ses faiblesses, ses aspirations, et refuser de les trahir. Elle demande du courage, car se connaître vraiment oblige à se débarrasser de ce qui n'est pas à soi. Les attentes, les peurs, les comparaisons. Mais ce courage libère une énergie nouvelle. L'individu qui s'accepte totalement devient inébranlable. Il n'a plus besoin de courir après ce que les autres pensent. Il avance dans la direction que sa conscience lui indique. Jordan explique que l'homme authentique devient un repère pour les autres. Il leur montre ce qu'ils pourraient être s'ils osaient se choisir eux-mêmes. Il incarne la liberté intérieure, et cette liberté inspire, souvent sans un mot. Car l'authenticité n'a pas besoin d'être expliquée, elle se ressent. Elle ouvre les portes de la confiance, de la profondeur, de la grandeur personnelle. L'homme authentique n'est pas plus intelligent, ni plus talentueux, ni plus puissant que les autres. Il est simplement aligné avec ce qu'il est. Et cet alignement crée une force qui dépasse la volonté. Il devient un centre de gravité pour lui-même et pour les autres. Ainsi, le pouvoir silencieux de l'authenticité est l'une des formes les plus profondes de puissance humaine. C'est la force de l'être sur le paraître. C'est la victoire de la vérité intérieure sur les illusions extérieures. C'est le chemin qui mène à la grandeur personnelle. Et selon Jordan, celui qui ose être lui-même sans compromis commence à vivre avec une intensité, une clarté et une liberté que la plupart ne connaîtront jamais. Car la véritable couronne de l'individu, celle qui ne se voit pas mais qui change tout, est forgée dans le feu tranquille de l'authenticité. Chapitre 2. Se libérer du regard des autres. Se libérer du regard des autres commence souvent par une prise de conscience brutale. La majorité des êtres humains vivent davantage pour préserver leur image que pour exprimer leur nature profonde. Dès l'enfance, chacun apprend à modeler ses comportements pour recevoir l'approbation, l'affection ou la validation d'un entourage qui valorise surtout la conformité. Avec le temps, cette habitude devient un réflexe, puis une prison invisible. Beaucoup finissent par confondre leurs valeurs personnelles avec la manière dont ils sont perçus. Pourtant, la tyrannie de l'opinion publique n'est qu'une construction collective, un spectacle qu'on alimente par peur de déplaire. L'individu, lui, se retrouve amputé de son propre pouvoir, toujours préoccupé par ce que penseront les autres, toujours inquiet de paraître à la hauteur, toujours tenté de renoncer à lui-même pour éviter le rejet. La liberté intérieure commence précisément au moment où l'on ose remettre en question ce consensus fragile qui pousse chacun à rechercher la reconnaissance plus que la vérité de son être. Le regard d'autrui peut devenir l'ennemi le plus subtil de l'épanouissement, car il impose des limites que l'on finit par considérer comme naturelles. Pourtant, ces limites ne tiennent que parce que l'individu accepte de leur donner du poids. Dès qu'il cesse de se soumettre mentalement, il réalise que les jugements extérieurs ne sont que des opinions passagères, souvent influencées par l'ignorance, la peur ou la jalousie. La foule ne juge jamais en profondeur. Elle juge vite, superficiellement, en fonction de ses habitudes et de ses illusions. Celui qui vit selon ce regard changeant condamne son existence à une forme de dépendance émotionnelle qui lui ôte la possibilité de devenir maître de lui-même. Le seul chemin solide
est celui où l'on décide de ne plus accepter d'être modelé par l'extérieur. Cette tyrannie s'exprime de 1000 façons différentes. Certains adaptent leur langage pour paraître plus intelligents, d'autres taisent leurs convictions pour éviter les conflits. Il y a ceux qui suivent des carrières qu'ils détestent, uniquement parce qu'elles sont considérées comme prestigieuses. D'autres encore se surchargent d'obligations pour ne surtout pas décevoir leur entourage. Mais derrière chaque geste qui sacrifie l'individualité se cache une même logique, la peur du jugement. Cette peur peut être si profondément ancrée qu'elle influence les décisions les plus importantes de la vie. Beaucoup renoncent à un rêve, à un talent ou à une passion simplement parce qu'ils redoutent d'être critiqués ou mal compris. Ils s'imaginent que le monde les observe avec sévérité, alors qu'en réalité chacun est trop occupé à se juger lui-même pour accorder une attention durable aux autres. La peur du regard extérieur est souvent une illusion amplifiée par l'imagination. La société entretient cette illusion en récompensant la conformité. Celui qui s'aligne sur les normes semble rassurant, prévisible, acceptable. On encourage la prudence, la modestie excessive, l'uniformité, car elles maintiennent l'ordre établi. Pourtant, cette récompense apparente est un piège. Elle étouffe la créativité personnelle, éteint la spontanéité et conduit à une vie où l'on avance masqué. Le coût de cette soumission est immense, car l'individu finit par douter de sa propre valeur et par accepter qu'il n'a pas le droit d'être lui-même. Quand la peur du jugement devient la boussole d'une existence, l'individu se coupe de son potentiel le plus puissant. Rien ne détruit davantage la force intérieure que la nécessité constante de plaire. Cette obsession érode le courage, déforme les choix et transforme l'homme en acteur toujours en train d'interpréter un rôle qui ne correspond pas à son essence. Un individu façonné par la peur devient dépendant des applaudissements, et l'absence de reconnaissance lui apparaît comme une tragédie. Pourtant, un simple changement de perspective pourrait suffire à briser cette dépendance. Comprendre que le jugement d'autrui n'a pas de véritable autorité lorsqu'on refuse de le laisser entrer. Le pouvoir d'un avis extérieur ne repose que sur l'importance qu'on veut bien lui accorder. La majorité des critiques qui blessent ne sont que des projections des insécurités de ceux qui les émettent. Beaucoup condamnent ce qu'ils n'ont pas le courage de faire eux-mêmes. Beaucoup ridiculisent ce qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup s'opposent à ce qui leur rappelle leur propre renoncement. L'individu qui perçoit cette vérité cesse de trembler devant les opinions de la foule. La libération intérieure n'exige pas l'indifférence totale, mais la hiérarchie juste. Le jugement personnel doit toujours avoir plus de poids que le jugement extérieur. Ce n'est qu'à cette condition que la personnalité peut s'épanouir et que la volonté peut se fortifier. La peur du regard des autres agit comme un voile qui obscurcit l'horizon de la pensée et empêche l'individu de voir ce qu'il pourrait devenir. Tant que ce voile n'est pas levé, chaque décision sera emprisonnée dans une logique de justification. Même les choix les plus anodins se transforment en stratégie pour éviter la critique. Mais une fois que l'individu décide d'ôter ce masque social, il découvre une liberté nouvelle. Celle de vivre selon ses valeurs profondes, de penser sans crainte, de choisir en accord avec sa vérité intérieure. Cette liberté n'est pas seulement une sensation, c'est un socle sur lequel se bâtit toute croissance personnelle. Sans elle, aucune ambition ne peut être durable, car l'esprit demeure fragile et dépendant. Le courage d'être soi n'est pas un simple slogan, mais un acte quotidien. Il se manifeste dans des décisions silencieuses. Oser dire non quand tout le monde dit oui, poursuivre un projet jugé incertain par ceux qui ne comprennent pas, exprimer une idée impopulaire, affirmer une différence que l'on a longtemps cachée. Ce courage se forge dans la solitude, lorsque personne n'applaudit, lorsque l'incertitude est grande et que le doute tente de s'imposer. Mais c'est précisément dans ces moments que se construit la souveraineté intérieure décrite par Jordan. La foule n'admire jamais les imitateurs. Elle consomme leurs efforts sans les respecter. En revanche, l'originalité authentique attire une forme de respect instinctif, même de la part de ceux qui critiquent. Chaque individu possède une tonalité unique que personne d'autre ne peut reproduire. Renoncer à cette tonalité pour plaire revient à renoncer à son propre pouvoir. Celui qui assume pleinement ce qu'il est devient magnétique, même s'il ne cherche pas l'attention. La force d'un individu libre n'a pas besoin de s'imposer. Elle rayonne naturellement. Ce chemin vers la liberté intérieure n'est cependant pas confortable. Il faut accepter de déplaire, de déranger, de susciter l'incompréhension.
Chercher l'authenticité implique parfois de perdre des relations qui n'avaient jamais été construites sur une véritable appréciation, mais sur une convenance fragile. Le prix à payer semble élevé, mais la récompense est inestimable. Vivre sans avoir à jouer un rôle permanent. L'individu découvre alors une paix nouvelle, un rapport plus clair à lui-même et une énergie qu'il ne soupçonnait pas. Plus il se délivre des attentes extérieures, plus il trouve en lui une confiance profonde, stable, indestructible. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une forme de dignité personnelle. Celui qui ose être lui-même, quoi qu'en pense la foule, devient invulnérable aux fluctuations des opinions. Sa valeur ne dépend plus du bruit extérieur, mais de la cohérence intérieure qu'il cultive avec soin. La liberté véritable naît lorsque l'on comprend que l'opinion d'autrui n'est pas une autorité, mais simplement un écho. Cet écho peut être ignoré si l'on choisit de marcher avec assurance vers sa propre vérité. Chapitre 3. Le caractère comme couronne. Le caractère comme couronne représente la plus haute distinction que l'individu puisse porter. Une distinction que nul diplôme, nul statut social, nulle richesse matérielle ne pourra jamais égaler. On peut perdre une fortune, une fonction, une réputation même, mais la qualité intime de l'être demeure la seule richesse qui ne s'effondre pas sous les coups des circonstances. Le caractère ne se définit pas par les actions visibles, mais par la source silencieuse qui les produit. Ce que l'on fait est souvent influencé par les situations, les émotions, les attentes extérieures. Ce que l'on est, en revanche, se révèle dans la constance, la fidélité à soi-même et la capacité à agir selon une vérité intérieure immuable. Cette distinction fondamentale entre action et essence constitue la base même de la pensée de Jordan. Il ne s'agit pas d'accomplir des exploits pour impressionner le monde, mais d'incarner une noblesse intérieure que rien ne peut altérer. Le caractère se manifeste dans la manière de penser, d'aimer, de décider, de résister aux tentations et de s'employer à devenir meilleur. C'est une architecture invisible, construite pierre après pierre, à travers les défis quotidiens, les épreuves silencieuses, les luttes intimes que personne ne voit. Et pourtant ce travail secret finit toujours par rayonner, car la grandeur intérieure ne peut pas rester dissimulée. La construction du caractère commence souvent par un regard honnête sur soi-même. Ce regard n'a rien à voir avec l'autocritique destructrice ou le jugement sévère qui abaisse. Il s'agit plutôt d'une lucidité bienveillante, d'une capacité à reconnaître ses forces, ses faiblesses, ses contradictions, sans se trahir. Beaucoup tentent de bâtir leur vie en s'appuyant uniquement sur leurs compétences, leurs connaissances ou leur charisme. Mais ces éléments restent instables s'ils ne reposent pas sur une base intérieure solide. Les compétences peuvent s'éroder, les connaissances peuvent devenir obsolètes, le charisme peut s'effacer sous l'effet de la fatigue ou des circonstances. Le caractère, lui, demeure. La noblesse intérieure dont parlait Jordan n'est pas un trait de naissance, c'est une œuvre quotidienne. Elle se forme dans les petites décisions que l'on prend presque machinalement, dans les habitudes que l'on cultive, dans la manière dont on traite les autres, surtout lorsque personne ne regarde. On peut se montrer aimable en public par obligation, mais la vraie générosité se voit dans les actes invisibles. On peut afficher une façade de confiance, mais l'intégrité se révèle dans les choix difficiles, lorsque l'on doit sacrifier un avantage pour rester fidèle à une valeur. Chaque jour offre à l'individu des occasions discrètes de se construire ou de s'affaiblir. La noblesse intérieure ne s'acquiert pas dans les grands moments dramatiques, mais dans le quotidien le plus ordinaire. La discipline que l'on exerce sur soi-même, la vérité que l'on choisit de dire même lorsqu'elle coûte, l'intégrité que l'on conserve face à la facilité et au mensonge, tout cela compose le tissu invisible du caractère. Les grandes âmes ne se forgent pas dans la lumière, mais dans la solitude où elles affrontent leurs propres failles. Beaucoup rêvent d'incarner des valeurs élevées, mais refusent l'effort constant qu'elles exigent. Le caractère n'est pas un embellissement mais une résistance. Il n'est pas un rôle, mais une conquête. Celui qui veut paraître noble adoptera des attitudes nobles. Celui qui veut l'être devra tenir bon dans les moments où il serait plus aisé de céder. La discipline n'est pas une contrainte, mais une preuve de respect envers soi-même. Elle montre que l'on reconnaît la valeur de son esprit et que l'on refuse de le laisser se perdre dans la paresse, l'indifférence ou la médiocrité. La vérité, deuxième pilier de cette couronne intérieure, demande un courage immense. Dire la vérité aux autres est difficile, mais se dire la vérité à soi-même exige une force bien plus profonde. Beaucoup se cachent derrière des excuses,
se construisent des illusions pour justifier leur renoncement ou fuient la responsabilité de leur choix. La vérité intérieure ne tolère pas ces refuges. Elle impose d'affronter ce que l'on craint de découvrir, de reconnaître les limites, les erreurs, les lâchetés. Cette confrontation peut être douloureuse, mais elle est libératrice. La vérité ne détruit jamais celui qui la cherche. Elle détruit seulement les illusions qui l'enfermaient. Celui qui choisit la vérité comme fondement de son caractère devient inébranlable, car il ne dépend plus des opinions extérieures ni des flatteries. Il se connaît, il s'accepte, il se travaille. Cette connaissance de soi, loin d'être un exercice narcissique, devient un guide pour agir avec cohérence et force. La vérité intérieure éclaire les décisions difficiles, empêche de céder à la facilité et rappelle toujours la direction que l'on veut suivre. Le troisième pilier, l'intégrité, unit la discipline et la vérité en une seule force cohérente. L'intégrité n'est pas seulement l'honnêteté, mais la fidélité totale à ses principes, même lorsque personne ne surveille, même lorsque l'on pourrait se justifier de s'en écarter. C'est un engagement silencieux envers soi-même. L'homme intègre refuse de se trahir, car il considère que sa dignité vaut plus que n'importe quel avantage immédiat. Cette attitude lui donne une force intérieure incomparable, car il n'a pas besoin de se rappeler quel masque il porte. Il en porte aucun. Sa parole devient fiable, son regard devient clair, ses actions deviennent prévisibles dans le meilleur sens du terme. Un individu intègre n'est pas parfait, mais il est constant. Le monde respecte instinctivement ceux dont la conduite reste droite même sous pression. Cette constance crée une force morale qui inspire, rassure et entraîne les autres à s'élever. Le caractère ainsi formé devient un refuge pour soi-même et pour ceux qui vivent à proximité. La société moderne valorise davantage la performance que la noblesse intérieure. On applaudit les résultats visibles, les réussites éclatantes, les talents spectaculaires. Mais on oublie que ces succès ne sont durables que lorsqu'ils reposent sur un socle moral solide. Quand le caractère manque, les victoires extérieures deviennent creuses et instables. L'histoire regorge d'individus brillants qui ont tout perdu faute d'intégrité, faute de discipline, faute de cohérence intérieure. La grandeur authentique ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient. Le caractère représente la couronne invisible que personne ne peut offrir ni enlever. Il ne dépend pas de la naissance, mais de la volonté. Plus l'individu s'attache à développer sa noblesse intérieure, plus il devient libre, car il n'a plus besoin de courir après l'approbation extérieure, ni de craindre la critique. Son identité repose sur quelque chose de stable et d'indestructible. La construction de cette couronne repose également sur la relation que l'individu entretient avec ses choix. Chaque décision, même minuscule, ajoute ou retire une pierre à l'édifice du caractère. Choisir la facilité détruit un peu de la force intérieure, tandis que choisir la voie difficile mais juste console, renforce et élève. L'être humain devient ce qu'il choisit à répétition. Les habitudes créent le futur, et les petites fidélités quotidiennes préparent les grandes fidélités dans les moments critiques. Celui qui s'est entraîné à la discipline n'a pas besoin de force héroïque pour résister à la tentation. Il a déjà construit en lui la résistance nécessaire. Celui qui a fait de la vérité sa règle naturelle n'a pas besoin de réfléchir longuement pour agir avec droiture. Il suit sa propre lumière. Celui qui a cultivé l'intégrité ne craint pas les conséquences d'une décision honnête, car il sait que perdre une opportunité n'est rien comparé à perdre le respect de soi. La noblesse intérieure, telle que la conçoit Jordan, n'a rien à voir avec l'arrogance morale ou le mépris. Elle est faite d'humilité, de patience, de travail silencieux. Elle n'a pas besoin de s'exhiber, car son rayonnement suffit. Lorsqu'on rencontre quelqu'un dont le caractère est solidement construit, on le reconnaît immédiatement, même si on ne sait pas pourquoi. Il émet une impression de stabilité, de confiance tranquille, de sérénité. Rien ne semble pouvoir l'ébranler, car il porte en lui une couronne invisible qui lui rappelle sans cesse qui il est. Cette couronne ne brille pas seulement pour impressionner, mais pour guider. Elle permet d'avancer dans l'existence avec une assurance profonde, de surmonter les crises sans perdre son centre, de transformer les épreuves en occasion de croissance. Le monde moderne, avec ses distractions, ses pressions et ses exigences, rend cette construction plus difficile,
mais aussi plus nécessaire que jamais. Sans un caractère fort, l'individu se laisse engloutir par la vitesse, la comparaison, la confusion. Avec un caractère solide, il devient un phare. Le caractère, comme couronne, n'est donc pas une simple métaphore poétique, mais une réalité pratique et concrète. C'est une œuvre exigeante, jamais achevée, toujours en progression. Chaque jour, l'individu se tient face à lui-même et décide s'il avance ou s'il recule. Chaque choix est un acte d'édification intérieure. La discipline le structure, la vérité l'éclaire, l'intégrité le protège. Ces trois piliers, lorsqu'ils sont unis, donnent naissance à un soi véritable, solide, profond, rayonnant. Et cette construction intime devient la plus grande richesse qu'un individu puisse léguer au monde. Rien n'est plus inspirant qu'un être humain qui marche avec la dignité d'un roi intérieurement couronné, non par un trône extérieur, mais par la souveraineté qu'il a conquise sur lui-même. Chapitre 4. La pensée indépendante, l'arme du sage. Penser de manière indépendante dans un monde saturé d'opinions, de discours préfabriqués et de pensées recyclées est devenu un acte de courage, presque un acte de résistance. Le plus grand danger pour un être humain n'est pas de manquer d'intelligence, mais de manquer de maîtrise sur son propre esprit. La pensée indépendante est l'arme des sages, car elle permet de voir le monde sans le filtre déformant des opinions collectives, de comprendre la réalité au lieu de simplement répéter ce que d'autres ont déjà pensé. L'individu qui s'autorise à penser par lui-même rétablit une souveraineté intérieure devenue rare. Dans une époque où chacun semble courir derrière des vérités toutes faites, où l'on reprend sans questionner des idées séduisantes parce qu'elles sont populaires, l'indépendance d'esprit devient une forme de noblesse. C'est une liberté qui ne se voit pas, mais qui transforme tout. La manière d'agir, de ressentir, de décider, de créer, de vivre. La pensée indépendante n'est pas un luxe intellectuel. C'est une nécessité vitale pour toute personne qui veut rester fidèle à elle-même dans un monde qui encourage constamment la conformité. Le premier obstacle à cette souveraineté mentale réside dans l'immense facilité que l'être humain a de s'approprier les pensées des autres. Ce phénomène n'a rien d'anormal. L'esprit cherche spontanément ce qui lui demande le moins d'efforts. Les opinions répétées 1000 fois deviennent des vérités implicites. Les idées à la mode deviennent des convictions par simple exposition. Les phrases séduisantes, les citations frappantes, les slogans émotionnels s'imposent comme des certitudes, non parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils sont partout, répétés, amplifiés, renforcés. Ce mécanisme crée une illusion de pensée. On croit réfléchir alors qu'on ne fait que consommer. La pensée indépendante, elle, commence lorsque l'individu apprend à remarquer cette illusion. Il observe comment certaines idées s'infiltrent en lui sans qu'il les ait examinées. Il se rend compte que sa vision du monde a parfois été construite par son éducation, ses proches, son environnement, les médias, les réseaux sociaux, les traditions culturelles. Cette prise de conscience n'a rien de négatif. Elle représente le premier pas vers une véritable libération intérieure. Car tant qu'on ne reconnaît pas ce qui nous influence, on ne peut pas choisir consciemment ce que l'on pense réellement. Le danger moderne vient de la rapidité avec laquelle les idées circulent. Plus une information est rapide, moins elle est profondément pensée. Plus une opinion est largement partagée, moins on se sent obligé de la remettre en question. La vitesse tue la réflexion, car elle empêche l'esprit de s'arrêter, de plonger, de comprendre. La pensée indépendante, au contraire, demande du temps, de la lenteur, une forme de patience intérieure que la société actuelle décourage. Elle demande de suspendre le réflexe de croire, de se détacher de l'urgence, de laisser les idées mûrir, se confronter, se clarifier. Celui qui veut penser par lui-même doit apprendre à ralentir dans un monde qui l'oblige à accélérer. Cette lenteur n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle permet de distinguer l'essentiel du superficiel, le vrai du séduisant, le profond du bruyant. Elle permet de se protéger contre la manipulation subtile des idées simplifiées et des pensées prêtes à l'emploi. Elle impose une forme de discipline mentale qui devient un bouclier contre la confusion. L'indépendance de pensée ne signifie pas rejeter les idées des autres ou s'isoler intellectuellement. Elle signifie examiner, tester, filtrer. L'esprit indépendant accueille une information, mais ne l'avale pas immédiatement. Il écoute, mais ne se soumet pas.
Il considère, mais ne s'agenouille pas devant l'opinion dominante. Il analyse, questionne, observe les conséquences. Il demande « Cela correspond-il réellement à ma logique intérieure, à mes valeurs, à la réalité telle que je la comprends ?» Ce questionnement constant forge un esprit aiguisé et conscient. Les personnes qui pensent ainsi deviennent naturellement plus difficiles à influencer, non par obstination, mais par lucidité. Elles ne se laissent pas entraîner par les vagues émotionnelles qui agitent la foule. Elles prennent de la distance, elles réfléchissent. Elles ne se laissent pas non plus guider par la peur d'être différentes, car elles comprennent que la vérité intérieure a plus de valeur que l'approbation extérieure. Le sage préfère être fidèle à lui-même que accepté par tous. La société actuelle encourage pourtant le contraire. Appartenir, ressembler, répéter, partager, valider. Ne pas faire de vagues, penser comme tout le monde pour éviter le jugement. Cette peur du regard des autres affaiblit l'esprit, comme une rouille qui s'installe lentement. Elle pousse l'individu à douter de sa propre perception, à abandonner son instinct, à trahir ses propres réflexions. La pensée indépendante est donc aussi un acte de courage. Elle impose d'assumer ses conclusions, même lorsqu'elles déplaisent, même lorsqu'elles vont à contre-courant. Le sage ne cherche pas à être incompris, mais il ne sacrifie jamais sa vérité pour être applaudi. Cette force mentale fait de lui un guerrier. Pas un guerrier agressif, mais un guerrier intérieur, armé de discernement, de lucidité et de liberté. Il se bat contre la facilité intellectuelle, contre l'illusion du savoir immédiat, contre la complaisance mentale. Ce combat n'est pas visible de l'extérieur, mais il est essentiel à la dignité humaine. Le danger des opinions prêtes à l'emploi se manifeste également dans l'illusion de connaissance qu'elles procurent. On croit comprendre un sujet parce qu'on a entendu une phrase convaincante, vu une vidéo courte, lu un commentaire bien formulé. On croit maîtriser un débat parce qu'on a retenu 2 ou 3 arguments populaires. La superficialité se déguise en expertise. La confiance en soi augmente alors que la profondeur de pensée diminue. Cette illusion est l'ennemi de la sagesse. La véritable pensée indépendante refuse les évidences faciles. Elle demande d'aller chercher la source, de comprendre les nuances, de reconnaître ce que l'on ignore encore. Elle demande d'apprendre, de lire, de réfléchir honnêtement. La sagesse n'a jamais peur de dire « je ne sais pas ». Cette phrase est la porte d'entrée vers un niveau supérieur de réflexion. L'ignorant croit tout savoir. Le sage sait qu'il doit continuer d'apprendre. La pensée indépendante repose sur l'humilité intellectuelle, car elle reconnaît que la vérité se révèle lentement et qu'elle demande un esprit libre de toute prétention. Pour cultiver cette indépendance, l'individu doit aussi protéger son espace mental. Cela signifie limiter les sources d'informations inutiles, éviter le bruit, réduire l'exposition aux contenus qui fragmentent l'attention. L'esprit ne peut pas produire une pensée profonde s'il est constamment sollicité. Le silence devient alors un allié précieux. Le silence extérieur, mais surtout le silence intérieur. Cet état où l'on met en pause les distractions pour écouter la voix profonde qui murmure sous les pensées bruyantes. Cette voix n'est pas émotionnelle. Elle est claire, calme, juste. Elle représente l'esprit authentique, celui qui n'est pas encore contaminé par les influences extérieures. Beaucoup n'entendent jamais cette voix parce qu'ils ne s'arrêtent jamais. Ils vivent dans une agitation qui étouffe toute réflexion personnelle. Le sage, lui, cherche ce calme comme un sanctuaire. Il sait que la vérité se révèle dans les espaces de silence, pas dans le vacarme. La pensée indépendante demande également de faire la paix avec l'incertitude. Penser par soi-même, c'est accepter que certaines questions restent sans réponse immédiate. C'est renoncer aux certitudes confortables pour explorer des terrains plus profonds. Cette exploration peut être inconfortable, mais elle permet de construire des convictions solides. L'individu qui se précipite sur des conclusions faciles ne bâtit que des illusions. Celui qui prend le temps de réfléchir construit une structure mentale stable. Ce type de pensée demande un certain niveau de maturité émotionnelle, car il faut résister à l'envie de trouver une solution rapide. La sagesse préfère une vérité lente à une erreur immédiate. Elle préfère une question ouverte à une réponse fausse. L'esprit indépendant s'habitue à naviguer dans la complexité, à voir plusieurs angles, à comprendre les nuances. Cette capacité donne naissance à une intelligence plus souple, plus créative, plus profonde.
L'individu libre devient alors un véritable guerrier mental, non parce qu'il attaque, mais parce qu'il défend sa souveraineté. Il ne se laisse pas posséder par les idées des autres, il ne se laisse pas hypnotiser par la masse, il refuse de répéter sans comprendre. Il utilise son esprit comme une arme de discernement. Ce guerrier ne se bat pas contre les autres, mais contre lui-même, contre ses automatismes, ses peurs, ses influences invisibles. Il apprend à reconnaître ce qui vient réellement de lui et ce qui lui a été imposé. Cette distinction transforme sa vie. Elle lui permet de faire des choix alignés avec sa véritable identité. Elle lui permet de créer plutôt que d'imiter. Elle lui permet d'agir avec clarté plutôt qu'avec confusion. Le guerrier mental n'a pas besoin de bruit, d'exagération ou de provocation. Sa force réside dans son calme profond, dans sa lucidité, dans sa capacité à rester maître de son propre esprit, même lorsque le monde autour de lui s'agite. La pensée indépendante, ainsi comprise, devient une voie de transformation intérieure. Elle libère l'être humain des chaînes invisibles qui limitent son potentiel. Elle lui permet de redevenir souverain, d'être l'auteur de sa vie plutôt que le lecteur passif des pensées des autres. Cette autonomie mentale ne se construit pas en un jour, mais elle grandit chaque fois que l'individu ose réfléchir par lui-même, chaque fois qu'il se détache du jugement extérieur, chaque fois qu'il préfère la vérité à la conformité. Elle grandit lorsqu'on lit avec attention, lorsqu'on observe avec lucidité, lorsqu'on questionne avec honnêteté. Elle grandit lorsque l'on choisit le silence au lieu du bruit, la réflexion au lieu de la précipitation, la compréhension au lieu de la répétition. À mesure que cette autonomie se développe, l'individu découvre une puissance intérieure nouvelle. Il se rend compte qu'il n'a plus peur d'être différent. Il n'a plus besoin de se justifier. Il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Son esprit est libre. Cette liberté mentale devient alors une arme spirituelle, une force protectrice qui permet de traverser la vie avec une clarté que peu possèdent. Le sage n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui se connaît lui-même et qui refuse de s'abandonner à la facilité intellectuelle. Sa pensée indépendante est la couronne invisible qui guide chacune de ses décisions. Il marche dans le monde avec une confiance douce, non parce qu'il se croit supérieur, mais parce qu'il sait qu'il ne se trahit pas. Penser par soi-même devient une forme d'honneur. Dans une société qui encourage la rapidité, la superficialité et la conformité, celui qui garde son esprit libre incarne un acte de résistance noble et silencieux. Il devient un phare pour les autres, non par volonté d'éclairer, mais simplement parce que sa lucidité rayonne. La pensée indépendante est l'arme du sage parce qu'elle protège son intégrité, sa liberté et sa dignité. Et plus il avance dans cette maîtrise intérieure, plus il comprend que le véritable pouvoir ne vient pas du monde extérieur, mais de la souveraineté qu'il exerce sur son propre esprit. Chapitre 5. La maîtrise de soi, le socle de l'individualité. La maîtrise de soi représente l'une des conquêtes les plus difficiles, mais aussi les plus décisives qu'un individu puisse accomplir. Elle n'est pas un talent naturel, encore moins un don héréditaire. Elle est une victoire gagnée au prix d'un combat silencieux mené chaque jour contre les impulsions, les faiblesses et les distractions qui assiègent l'esprit humain. Quand William George Jordan parle de maîtrise personnelle, il ne fait pas référence à une forme de rigidité émotionnelle ou à un contrôle froid qui étouffe la spontanéité. Il évoque un art plus subtil, une souveraineté intérieure qui permet à l'individu d'être le capitaine de ses pensées et le gardien vigilant de ses réactions. Dans un monde où chacun s'agite, réagit, se défend ou se disperse sans même comprendre ce qui le pousse à agir ainsi, celui qui apprend à se maîtriser s'élève à un niveau de puissance silencieuse que les esprits indisciplinés ne peuvent même pas imaginer. La maîtrise de soi n'est pas seulement un acte de force, mais un acte de liberté, car celui qui se gouverne échappe à toutes les chaînes que la vie impose à ceux qui se laissent guider par leurs automatismes. Cette maîtrise ne commence pas par de grandes révolutions intérieures, mais par l'observation patiente des petites réactions quotidiennes qui façonnent le caractère et trahissent la véritable nature d'une personne. Le monde moderne se nourrit de précipitation, encourage les colères soudaines, glorifie les réponses instantanées et pousse chacun à réagir avant même de réfléchir. L'individu discipliné suit un chemin opposé. Il ralentit son esprit, contemple ses mouvements intérieurs et se demande, avant chaque parole, avant chaque geste, si ce qu'il s'apprête à exprimer est vraiment digne de lui.
Cette lucidité transforme progressivement la personnalité. Celui qui la cultive s'aperçoit que ses émotions cessent d'être des tyrans et deviennent des alliés, que ses pensées ne vagabondent plus au gré des circonstances, mais obéissent à une direction claire, que ses actions ne sont plus les reflets d'un mental dispersé, mais la manifestation d'une volonté unifiée. Dans le regard de Jordan, la maîtrise de soi est la colonne vertébrale de l'individualité, parce qu'elle protège l'identité profonde de l'invasion du monde extérieur. Sans elle, l'être humain devient une marionnette émotionnelle, tiré tantôt par ses peurs, tantôt par ses envies, tantôt par les opinions d'autrui. Avec elle, il devient une forteresse imprenable. Les provocations qui agitent les foules glissent sur sa conscience comme la pluie sur la pierre. Les pressions sociales qui brisent la majorité des individus ne peuvent pas pénétrer son esprit, précisément parce que cet esprit n'est plus une maison ouverte aux quatre vents, mais un domaine gouverné par un maître vigilant. Celui qui se maîtrise ne refuse pas la vie. Il ne fuit pas les défis, il ne se détache pas du monde. Il choisit simplement de ne plus être l'esclave de tout ce qui passe. Cette maîtrise implique d'abord de reconnaître que les réactions instinctives ne sont pas l'expression du caractère, mais l'expression du conditionnement. Un être humain qui s'énerve dès qu'on le contredit, qui se vexe dès qu'on le critique, qui panique dès que la situation change, ne manifeste pas son authenticité. Il manifeste les habitudes de pensée qu'il a accumulées sans conscience. Apprendre à se maîtriser signifie déprogrammer ses réflexes, les observer sans se confondre avec eux, les laisser apparaître puis se dissoudre sans leur donner le pouvoir de diriger la conduite. L'individu qui maîtrise ses réactions découvre qu'entre le stimulus et sa réponse existe un espace minuscule mais sacré, dans lequel il peut choisir. Et ce choix est la clé de toutes les libertés. Car celui qui peut choisir sa réaction n'est plus prisonnier du passé, n'est plus victime des circonstances, n'est plus soumis à l'humeur du moment. Il devient responsable de lui-même. Cette responsabilité personnelle fait naître une puissance intérieure qui se ressent avant même de se voir. L'homme qui se maîtrise inspire le respect par la simple sérénité de son comportement. Il n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire entendre. Il n'a pas besoin de menacer pour être pris au sérieux. Sa calme confiance agit comme une force invisible qui influence sans forcer. Jordan rappelle que la véritable autorité ne vient jamais de la domination, mais de la discipline qu'un individu exerce sur lui-même. Celui qui ne peut pas se maîtriser tente souvent de maîtriser les autres. Celui qui s'est conquis intérieurement n'a plus besoin de s'imposer, car sa présence suffit. La maîtrise de soi inclut également le contrôle du mental, ce qui signifie apprendre à diriger ses pensées avec autant de précision qu'un archer dirige sa flèche. Il ne s'agit pas de refouler les idées négatives, mais de refuser qu'elles deviennent les architectes de notre existence. Chaque pensée que l'on entretient attire une émotion, chaque émotion attire une action, et chaque action finit par devenir une habitude qui façonne le destin. Celui qui comprend cela comprend que penser n'est jamais un acte neutre. L'indépendance intérieure décrite par Jordan commence au moment où l'individu décide d'entraîner son esprit comme un athlète entraîne son corps, avec discipline, constance et courage. Car le mental indiscipliné est comme une bête sauvage qui bondit dans toutes les directions, tandis que le mental maîtrisé est comme un cheval puissant guidé par un cavalier sûr de lui. La force n'est pas dans l'énergie brute, mais dans la direction. Cette direction se manifeste surtout dans les moments critiques. Quand la colère menace de surgir, quand la peur chuchote ses avertissements, quand la frustration cherche à éclater, c'est précisément à cet instant que se révèle la véritable personnalité. Un individu peut sembler calme quand tout va bien, mais c'est dans la tension, dans le conflit, dans l'inattendu que se mesure la profondeur de sa maîtrise. Jordan insiste sur le fait que se contrôler quand la tempête se lève n'est pas un acte impossible. C'est une compétence, une discipline, une habitude qui s'affine avec le temps. Plus l'individu s'exerce à réfléchir avant de répondre, plus il devient solide. Plus il s'abstient de réagir avec impulsivité, plus il découvre qu'il possède une force intérieure qu'il ne soupçonnait pas. La maîtrise de soi est également le fondement de la liberté émotionnelle. Les émotions ne sont pas nos ennemis, mais elles deviennent destructrices lorsqu'elles sont laissées sans direction. Une colère juste peut défendre ce qui est honorable. Une colère incontrôlée détruit ce qui est précieux. Une peur raisonnable protège des dangers. Une peur incontrôlée paralyse des opportunités. Un enthousiasme équilibré ouvre des portes. Un
Un enthousiasme débridé mène parfois à des décisions imprudentes. L'individu maître de lui-même ne réprime pas ses émotions. Il les transforme en énergie constructive. Il sait quand parler, quand se taire, quand agir, quand attendre. Il agit non par impulsion, mais par volonté. Cette volonté, justement, est au cœur de tout. Non pas une volonté crispée, autoritaire ou rigide, mais une volonté qui guide doucement. Un faisceau lumineux qui éclaire la route intérieure. Celui qui renforce sa volonté, renforce sa liberté. Jordan rappelle que chaque acte de maîtrise de soi, même minuscule, est une brique qui renforce le temple intérieur de l'individualité. Refuser une réaction impulsive, choisir le silence plutôt qu'un mot blessant, rester calme au lieu de se laisser emporter. Ces gestes apparemment insignifiants changent profondément l'être, car ils créent une continuité entre ce que l'on veut être et ce que l'on manifeste réellement. À mesure que cette discipline mûrit, l'individu découvre une forme rare de puissance, la puissance silencieuse. Une puissance qui ne cherche pas à se montrer, qui n'a pas besoin d'être reconnue, qui ne dépend ni des applaudissements, ni de l'approbation. C'est une puissance stable, profonde, presque majestueuse, qui émane naturellement de ceux qui ne se laissent plus dominer par eux-mêmes. Cette puissance est la véritable signature des âmes fortes. Elle ne se mesure pas à la force physique, à la richesse ou au statut social, mais à la capacité de préserver son calme quand les autres s'effondrent, de garder sa direction quand les autres se dispersent, de rester fidèle à soi-même quand les autres trahissent leurs propres principes. La maîtrise de soi devient alors la condition essentielle de l'individualité. Sans elle, l'homme n'est qu'une copie, un instrument, une réaction vivante. Avec elle, il devient une présence, une conscience, un être complet. Celui qui s'est discipliné intérieurement ne craint plus le chaos extérieur, car il sait que sa force ne dépend pas des circonstances. Il a appris à se gouverner, et cette souveraineté intime fait de lui un modèle de dignité, un exemple de force tranquille, un repère dans un monde agité. La maîtrise de soi n'est donc pas une simple recommandation morale. Elle est l'armature invisible qui permet à un individu de porter sa propre couronne, sans vaciller, sans imiter, sans dépendre de la validation d'autrui. Chapitre 6. La volonté créatrice. La volonté créatrice constitue l'une des forces les plus mystérieuses, les plus sacrées et les plus méconnues de l'être humain. Elle n'est pas seulement une capacité mentale parmi d'autres, ni un simple ressort psychologique que l'on active dans les moments de difficulté. Elle est une puissance intérieure, une flamme noble déposée dans l'homme comme une étincelle divine destinée à ordonner sa vie, à orienter son destin et à transformer son existence en une œuvre volontaire. Cette volonté n'a rien à voir avec la rigidité, l'obstination aveugle ou la dureté de caractère. Elle est un art, une énergie, une direction, une concentration suprême de toutes les forces intérieures vers un objectif que l'esprit a choisi avec lucidité et que le cœur a adopté avec conviction. Plus l'individu comprend la nature profonde de cette volonté, plus il découvre en lui une majesté insoupçonnée, un pouvoir silencieux capable de façonner non seulement ses actions, mais son caractère, sa destinée, et finalement le monde qui l'entoure. La volonté créatrice commence par une affirmation intérieure, un acte de souveraineté, par lequel l'individu proclame qu'il ne se laissera pas porter passivement par la vie, mais qu'il participera activement à son mouvement. Le monde moderne a souvent réduit la volonté à un simple mécanisme de motivation passagère, un élan qui s'épuise dès que surgit la fatigue ou la difficulté. Pourtant, pour Jordan, la volonté est d'une autre essence. Elle est stable, continue, profonde. Elle n'est pas une étincelle, mais un feu qui brûle lentement et constamment. Celui qui la possède ne se contente pas de vouloir dans l'instant, il veut dans la durée. Il veut avec persévérance, il veut avec constance. Son désir n'est pas une impulsion fragile, mais une conviction qui s'étend comme une racine invisible dans tout son être. Une vie transformée par la volonté est une vie où l'individu cesse de réagir et commence à créer. Les événements extérieurs perdent leur pouvoir tyrannique, car il ne laisse plus les circonstances dicter sa conduite. Il devient l'architecte de ses actions, le maître de sa trajectoire. Ses projets, ses rêves, ses engagements ne reposent plus sur le hasard ou l'humeur du moment, mais sur une direction intérieure stable qui organise ses journées, éclaire ses décisions et renforce son caractère. La volonté créatrice ne crie pas,
ne s'agite pas, elle œuvre en silence, avec régularité, comme une force invisible qui structure la personnalité et lui donne de la profondeur. Pour Jordan, la volonté est divine parce qu'elle est la partie de l'homme qui participe le plus directement au pouvoir créateur de l'univers. Tout ce que l'humanité a construit de noble, de durable, de grandiose, est né dans la volonté d'un individu qui a refusé d'abandonner son idée. Les grandes œuvres architecturales, les découvertes scientifiques, les avancées morales, les systèmes politiques, les révolutions pacifiques, les transformations intérieures, toutes ces conquêtes ont été rendues possibles par une volonté indéfectible. L'être humain peut posséder du talent, de l'intelligence, de la sensibilité, mais sans la volonté de les utiliser, ces dons restent dormants, comme des instruments oubliés dans un coffre fermé. La volonté est la main qui ouvre le coffre, qui accorde l'instrument, qui joue la mélodie. Cette force divine, pourtant, ne naît pas spontanément. Elle se construit, se développe, s'affine par un entraînement patient. L'individu qui veut renforcer sa volonté doit comprendre qu'elle n'est pas une inspiration soudaine, mais une discipline de chaque instant. Cela commence par des actes simples. Terminer ce que l'on commence même quand l'enthousiasme initial s'efface. Maintenir une décision même quand le doute s'insinue. Continuer à avancer même quand la route devient rude. Chaque petite victoire intérieure prépare le terrain pour des victoires plus grandes. Jordan insiste sur ce principe fondamental. La volonté se forge dans l'ordinaire de la vie, non dans l'extraordinaire. Elle se fortifie dans les habitudes, dans la constance, dans la répétition quotidienne qui donne au caractère sa solidité. Cette constance est alimentée par 3 forces essentielles: la persévérance, la concentration et la patience. La persévérance d'abord est la détentrice de toutes les portes. Sans elle, la volonté s'effondre au premier obstacle, et l'individu retombe dans l'ancienne inertie. Avec elle, même les objectifs les plus ambitieux deviennent accessibles, car elle transforme la volonté en une puissance durable qui traverse les difficultés sans se briser. La concentration, ensuite, rassemble toutes les forces intérieures vers un seul point, comme une loupe qui concentre la lumière pour provoquer une étincelle. Celui qui concentre sa volonté ne disperse plus son énergie dans 1000 directions. Il dirige son attention comme un faisceau précis et brûlant. Enfin, la patience agit comme la gardienne de la volonté. Elle rappelle que tout ce qui vaut la peine d'être accompli exige du temps, que les progrès intérieurs sont lents, que les transformations profondes ne s'obtiennent pas par des coups de génie, mais par des efforts constants. Lorsqu'un individu parvient à unir ces 3 forces en lui, sa volonté devient un moteur inarrêtable. Elle lui permet de réaliser ce que d'autres considèrent comme impossible. Elle fait de lui un être capable d'orienter sa vie non en fonction des circonstances, mais en fonction d'un idéal. La volonté créatrice transfigure tout. Elle donne un sens au travail le plus humble et une noblesse aux actions les plus ordinaires. Elle transforme les épreuves en matériaux de croissance et les obstacles en marches supplémentaires vers un sommet plus élevé. Cette transformation intérieure fait naître un phénomène remarquable. La volonté dirigée finit par attirer les conditions favorables. Non par magie, mais parce qu'une volonté forte crée une cohérence dans l'esprit de l'individu. Une cohérence qui organise ses actions de manière si précise que les chances de réussite augmentent naturellement. Celui qui sait ce qu'il veut voit ce que les autres ne voient pas, entend ce que les autres ignorent, saisit des opportunités qui passent inaperçues pour les esprits indécis. La volonté agit comme un aimant qui attire dans la vie de l'individu les personnes, les idées et les circonstances nécessaires à la réalisation de son objectif. Elle transforme le chaos en ordre, la confusion en clarté, l'hésitation en direction. La volonté créatrice n'est pas incompatible avec la douceur. Elle n'est pas un combattant brutal, mais un compagnon fidèle. Elle ne pousse pas l'individu dans l'agitation, mais l'élève dans la maîtrise. Celui qui possède une grande volonté ne se comporte pas comme un tyran envers lui-même. Il s'accorde le temps, le silence, la réflexion nécessaire pour avancer sans brûler son énergie. Cette volonté calme est plus puissante que toutes les volontés impulsives réunies. Elle n'a pas besoin de se justifier, ni de se démontrer. Elle agit, elle persiste, elle survit à tous les obstacles. Jordan voit dans cette volonté un attribut royal. Celui qui la cultive devient maître de lui-même, mais aussi créateur de son propre univers.
Sa vie n'est plus une série d'événements subis, mais un ensemble d'actes choisis. Il ne laisse plus la chance décider, il décide. Il ne se laisse plus modeler par ses peurs, il modèle son caractère malgré elles. Il ne fuit plus les défis, il avance vers eux, avec l'assurance tranquille de celui qui sait que son énergie intérieure ne l'abandonnera pas. Au cœur de cette volonté créatrice se trouve également une dimension morale. Vouloir ne signifie pas imposer, écraser ou manipuler. Vouloir signifie s'engager dans une direction qui élève et qui enrichit, une direction qui respecte la dignité humaine. Une volonté dépourvue d'éthique devient une force dangereuse. Une volonté enracinée dans la noblesse intérieure devient une lumière. C'est pourquoi Jordan affirme que la véritable volonté est indissociable de la conscience. Elle n'agit jamais contre la vérité, elle n'avance jamais au détriment de l'intégrité. Elle est une force lumineuse qui transforme l'individu en un être plus noble, plus lucide et plus libre. Cette liberté est peut-être le fruit le plus précieux de la volonté créatrice. Elle libère l'individu de la passivité, de la peur, de l'inconstance. Elle lui permet de sortir du brouillard de l'indécision pour marcher sur un chemin tracé par lui-même. Elle l'affranchit des influences extérieures qui autrefois le paralysaient, le détournaient ou le dispersaient. Elle fait de lui un individu complet, capable de se tenir debout même quand tout vacille autour de lui. Lorsque cette volonté atteint sa maturité, l'individu découvre qu'elle n'est pas seulement une force personnelle, mais un don qui peut servir aux autres. La volonté créatrice d'un seul homme peut inspirer une multitude. Elle peut éveiller, encourager, transformer, par l'exemple silencieux d'une vie disciplinée, orientée et cohérente. Jordan rappelle que la société n'avance jamais grâce aux masses, mais grâce aux individus de volonté. Ce sont eux qui construisent, innovent, réforment, imaginent et élèvent le niveau moral du monde. Ainsi, la volonté créatrice ne se résume pas à un effort intérieur. Elle est une vocation. Elle est l'appel profond adressé à chaque être humain de devenir le créateur conscient de sa propre existence. Elle n'est pas un luxe réservé à quelques personnalités exceptionnelles. Elle appartient à chacun, et chacun peut la réveiller. Celui qui répond à cet appel découvre qu'il porte en lui un pouvoir plus grand que la chance, que le talent, que les circonstances. Un pouvoir qui commence dans le silence de l'esprit, qui grandit dans la persévérance, et qui finit par illuminer une vie entière. Chapitre 7. L'individualité face à la société moderne. S'imposer comme individu dans un monde façonné pour la conformité demande une puissance intérieure rarement comprise, mais toujours admirée lorsqu'elle se manifeste. Chaque époque a créé des formes d'uniformisation, mais la société moderne, avec ses machines, ses écrans, ses statistiques et ses standards, atteint un niveau où l'humain peut perdre la vibration unique qui fait sa grandeur. La voix personnelle se voit souvent étouffée sous les attentes collectives. Réussir comme tout le monde, penser comme tout le monde, s'habiller comme tout le monde, désirer ce que tout le monde désire. Dans cette immense orchestration de modèles imposés, l'individu qui cherche à préserver son identité intérieure devient parfois un étranger dans sa propre civilisation. Pourtant, cette résistance douce mais ferme représente l'un des plus grands actes de courage de notre époque. Rester soi-même, malgré les courants qui veulent nous remodeler. La société moderne a perfectionné l'art subtil de la pression invisible. Elle n'ordonne pas ouvertement de se conformer, elle crée un environnement où la conformité paraît naturelle, logique, presque nécessaire pour exister. On nous dit ce qui est normal, ce qui est trop, ce qui est pas assez, ce qui est acceptable. Les comparaisons deviennent automatiques, les jugements instantanés, et l'individu se retrouve piégé dans un mécanisme mental qui le pousse à s'auto-évaluer selon les critères d'autrui. L'homme unique se transforme alors en ombre de lui-même, répétant, imitant, s'ajustant pour ne pas déplaire, pour ne pas être remarqué, pour ne pas être critiqué. Ce processus n'est pas brutal, il est progressif, presque indétectable. Un jour, l'être se réveille et découvre qu'il vit selon un script qui n'a jamais été écrit par lui. Protéger son identité intérieure dans ce contexte demande un éveil constant. L'individualité est une flamme, et dans les tempêtes sociales, elle peut vaciller. Pourtant, la nature profonde de cette flamme est de résister. Elle ne s'éteint jamais totalement, même si elle se cache parfois sous les cendres de la peur, de la fatigue
ou du doute. Le premier acte de préservation consiste à reconnaître que cette flamme existe, qu'elle a une valeur propre, qu'elle mérite attention et protection. L'individu qui en prend conscience commence à écouter sa propre voix avec plus d'attention que le brouhaha extérieur. Il apprend à distinguer ce qui vient de lui de ce qui lui a été imposé. Il différencie ses aspirations véritables des attentes sociales. Ce discernement devient alors un bouclier puissant contre la dissolution de son être. Résister à l'uniformisation ne signifie pas rejeter la société, cela signifie refuser de se dissoudre en elle. Chaque être humain est porteur d'une originalité qui n'a existé dans aucun être avant lui et qui n'existera dans aucun être après lui. Se conformer totalement reviendrait à gaspiller une singularité que l'univers ne reproduira jamais. Pourtant, la société moderne pousse souvent à croire que suivre les courants, les modes, les tendances est nécessaire pour être accepté. Le drame de cette croyance est qu'elle transforme des millions de vies en répétition. L'homme qui cède à cette pression devient un acteur jouant un rôle écrit pour la masse et non un créateur de son propre destin. La véritable force de l'individualité apparaît lorsque l'homme cesse de chercher une validation extérieure. Celui qui n'attend plus l'approbation de la foule cesse d'être vulnérable à sa critique. Il se libère de l'alternance épuisante entre l'espoir d'être applaudi et la peur d'être rejeté. Cette liberté intérieure donne naissance à une forme d'autorité personnelle. L'homme devient son propre centre de gravité. Il ne se déplace plus selon les vents de l'opinion. Il marche selon ses principes, ses valeurs, sa vision. Ce genre d'individu attire un respect profond, même de ceux qui ne comprennent pas sa démarche. La société admire inconsciemment ceux qui ont le courage d'être ce qu'elle-même n'ose pas être. Pour préserver son identité dans un monde qui impose des modèles, il faut développer une discipline spirituelle. Cette discipline demande de la solitude, de la réflexion et de la constance. La solitude permet d'entendre ses propres pensées sans les filtres sociaux. La réflexion permet d'examiner ses croyances et de garder seulement celles qui sont nées de l'expérience personnelle. La constance permet de rester fidèle à soi-même malgré les critiques, les doutes ou les tentations de renoncer. Cette forme de vigilance intérieure permet de maintenir son individualité vivante, même lorsque la pression extérieure devient intense. L'homme qui cultive cette discipline devient une forteresse tranquille, ouvert au monde, mais jamais absorbé par lui. L'individu qui protège son identité devient une lumière dans la masse. Sa présence réveille quelque chose chez les autres. Sans le vouloir, il inspire. Sans le chercher, il influence. Il devient un exemple silencieux de liberté intérieure. Sa manière d'être rappelle aux autres qu'ils ont eux aussi une voie propre, une route propre, un destin unique. La société moderne a besoin de ces êtres, car ce sont eux qui créent les idées nouvelles, les valeurs nouvelles, les perspectives nouvelles. Ce sont eux qui empêchent l'humanité de se transformer en une machine uniforme. Ce sont eux qui maintiennent vivante la diversité des esprits, des talents, des visions. Un individu pleinement lui-même peut faire plus pour la société qu'une foule entière uniformisée. L'histoire prouve que les grandes transformations viennent de ceux qui ont osé penser et être différemment, même lorsque toutes les poussaient à se conformer. L'homme qui garde son identité intacte possède une puissance naturelle que rien ne peut lui enlever. Cette puissance n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin d'écraser, elle n'a pas besoin de dominer. Elle se manifeste dans la cohérence, la paix intérieure, l'intégrité, la constance. La société peut proposer ses modèles, mais elle ne peut jamais imposer une identité à celui qui a décidé d'être lui-même. L'individualité face à la société moderne n'est pas un combat extérieur, mais une victoire intérieure. Lorsque l'homme se connaît, se respecte et se protège, il traverse le monde sans s'y perdre. Il devient un phare, non pour être admiré, mais parce qu'il éclaire naturellement. Sa lumière n'éblouit pas, elle révèle. Elle montre qu'une vie authentique est possible dans un monde qui pousse à l'imitation. Elle rappelle que chaque être humain porte une couronne invisible et que cette couronne ne peut être retirée que si l'individu décide de l'abandonner. Celui qui refuse de la déposer reste roi de lui-même, même au cœur de la plus grande foule. Chapitre 8. La noblesse morale, sommet de l'individualité. La noblesse morale représente l'achèvement suprême de l'individualité, cette hauteur intérieure que l'on ne peut ni acheter, ni imiter, ni feindre. Elle est la signature invisible de l'âme,
la force silencieuse qui distingue l'homme véritable du simple personnage social. À mesure que l'être humain se construit, qu'il développe son caractère, qu'il affirme son individualité, qu'il forge sa pensée indépendante et éduque sa volonté, il finit par atteindre ce sommet intime, où la conscience devient son guide le plus fidèle, et où la droiture remplace toutes les illusions. C'est ici que l'humain dépasse l'illusion de l'apparence pour entrer dans la profondeur de l'être, là où le sens moral devient la boussole suprême, l'instrument le plus précis pour orienter chaque décision, chaque parole, chaque geste. Dans ce chapitre, la noblesse morale s'impose comme l'horizon vers lequel tous les efforts précédents convergent, car elle représente la victoire finale de l'individu sur son égoïsme, sur ses impulsions, sur ses faiblesses, sur ses tentations et sur toutes les pressions d'un monde qui cherche à le détourner du meilleur de lui-même. Cette noblesse n'est pas une posture ou un décor, mais une présence intérieure qui éclaire chaque facette de l'existence. L'homme qui s'y consacre n'a plus besoin d'être vu pour être grand, ni d'être applaudi pour être juste, car sa grandeur ne dépend plus de l'opinion extérieure, mais de la fidélité à sa conscience la plus haute. Le sens moral agit comme une lumière intérieure qui révèle la voie juste au milieu des contradictions, des séductions et des dilemmes du quotidien. Il ne s'agit pas d'une morale imposée par la société, par une religion, par un dogme ou par l'éducation, mais d'une forme de clarté intime qui s'affûte au fil de l'expérience, des choix difficiles, des sacrifices silencieux et des remises en question sincères. La noblesse morale s'enracine dans un désir profond d'être honnête envers soi-même, d'être cohérent entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait, d'éviter les compromissions qui ternissent l'âme et affaiblissent la dignité personnelle. L'individualité atteint un niveau supérieur lorsqu'elle comprend que la vraie liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de vouloir sincèrement ce qui est juste. Cette nuance subtile transforme entièrement le chemin intérieur. Elle conduit l'être humain à percevoir que chaque action laisse une trace, et que ces traces s'accumulent pour former le patrimoine intime qui définit l'homme qu'il devient. L'intégrité, dans ce contexte, devient la richesse la plus précieuse. Beaucoup possèdent des talents, des compétences, des opportunités, des ressources, mais rares sont ceux qui possèdent une véritable intégrité. Cette qualité ne se mesure ni à la façon dont on agit devant les autres, ni au discours que l'on donne pour paraître vertueux, mais à la force tranquille avec laquelle on se maintient fidèle à ses principes, même lorsque personne ne regarde, même lorsque tout pousse à se trahir. L'intégrité est cet engagement silencieux envers soi-même qui ne fléchit pas sous la pression, qui ne cède pas à la facilité, qui ne se dissout pas dans le mensonge ou dans la peur. Elle constitue le socle inébranlable de l'individualité accomplie, car sans elle, tout le reste s'effondre. Le caractère se fragilise, la volonté se disperse, la pensée indépendante se corrompt, la maîtrise de soi se désagrège. Un homme peut sembler fort, intelligent, brillant ou talentueux, mais s'il n'a pas appris à se respecter moralement, alors il n'a encore rien construit de durable. La noblesse morale naît aussi de la capacité à choisir le bien, même lorsque le mal paraît plus simple, plus rapide ou plus séduisant. Elle se manifeste dans les décisions quotidiennes qui semblent insignifiantes mais qui, accumulées, forgent une véritable stature intérieure. Elle s'incarne dans la façon de répondre à la provocation, de traiter ceux qui n'ont rien à offrir, de tenir une promesse, de reconnaître ses erreurs, de résister à la tentation de trahir, de refuser de mentir pour gagner un avantage passager. Ces actes ne font pas les gros titres, ne remplissent pas les réseaux sociaux de likes et ne déclenchent aucune ovation, mais ils donnent à l'individu une solidité intérieure que rien ne peut briser. La noblesse morale n'est donc pas la recherche d'une image glorieuse, mais la fidélité à une vérité intérieure. Elle n'est pas la quête d'une perfection inaccessible, mais la constance à rechercher la meilleure version de soi-même. Dans un monde où la superficialité est devenue monnaie courante, où les apparences priment sur la substance, où la vitesse écrase la profondeur, où les jugements se font impulsifs et où la morale semble relativisée, l'individu moralement noble devient un véritable phare. Il représente la preuve vivante qu'il est encore possible de vivre une vie grande, droite, honnête et inspirante, dans un univers où tout encourage la facilité et la complaisance. Cette noblesse morale oppose à la vitesse la patience, à la quantité la qualité, à l'instantanéité la réflexion, au conformisme la conscience, à l'ego l'humilité, à l'ambition aveuglée la sagesse lucide. Celui qui l'incarne ne se laisse pas emporter par la frénésie collective,
ne se laisse pas hypnotiser par les modèles artificiels, ne cherche pas à ressembler à ce que la société applaudit, mais à ce que sa conscience admire. Et cette différence le distingue comme une lumière dans l'obscurité moderne. La grandeur individuelle commence toujours par la grandeur du cœur. Ce n'est pas la puissance, ni le succès, ni la reconnaissance, ni l'intelligence, ni les accomplissements visibles qui définissent la qualité profonde d'un être humain, mais la capacité à agir avec bonté, justice, compassion, droiture et courage moral. Ces qualités ne s'acquièrent pas par hasard. Elles sont le fruit d'un travail intérieur exigeant, d'une vigilance constante, d'une lutte permanente contre les faiblesses et les tentations. Elles demandent un effort continu pour comprendre les autres, pour pardonner, pour corriger ses erreurs, pour se maintenir humble face au succès et digne face aux épreuves. La grandeur du cœur est la source de la dignité véritable, celle qui n'a pas besoin de justification ni de décoration. La noblesse morale transforme la manière d'aborder la vie. Celui qui la cultive ne cherche plus à gagner à tout prix, mais à gagner en restant digne. Il ne cherche plus seulement à progresser dans son travail ou dans la société, mais à progresser dans sa conscience. Il ne mesure plus sa valeur par rapport aux autres, mais par rapport à son propre idéal. Il ne demande plus à la vie d'être facile, mais à son âme d'être forte. Cette orientation intérieure change tout. Elle donne du sens aux épreuves, de la cohérence aux choix, de la profondeur aux relations, de la clarté aux décisions. Elle permet de s'élever au-dessus des conflits futiles, des jalousies, des comparaisons inutiles et des compétitions vaines. Elle libère l'individu de la dépendance à l'approbation extérieure, car sa satisfaction ne vient plus de ce que les autres pensent de lui, mais de ce qu'il pense de lui-même en secret, lorsqu'il regarde sa conscience sans détour. La noblesse morale est inséparable d'une forme d'humilité profonde. Les êtres véritablement nobles ne se considèrent jamais comme supérieurs. Leur grandeur est discrète, presque silencieuse, souvent invisible. Ils n'ont pas besoin d'exposer leur vertu, car celle-ci est gravée dans leurs actes, dans leurs regards, dans leurs choix quotidiens. L'humilité protège la noblesse morale de l'orgueil, ce piège subtil qui transforme les vertus en vanité. L'individu moralement noble ne juge pas, ne méprise pas, ne ridiculise pas, ne se sent pas autorisé à regarder les autres de haut. Il voit plus loin, plus profondément, plus tendrement. Il comprend que chacun mène un combat intérieur, que chacun porte ses fardeaux, que chacun avance avec ses limites de ses blessures. Cette compréhension ouvre la porte à une compassion authentique, qui devient l'une des plus belles expressions de la noblesse morale. Lorsque l'individualité atteint ce sommet, elle devient une force transformatrice. Non pas parce qu'elle impose, mais parce qu'elle inspire. Non pas parce qu'elle exige, mais parce qu'elle élève. La noblesse morale irradie silencieusement autour d'elle. Elle encourage les autres à être meilleurs. Elle donne envie de vivre plus haut. Elle rappelle que l'être humain peut être grand sans être arrogant, fort sans être brutal, puissant sans écraser, libre sans blesser. Ce rayonnement n'a rien de spectaculaire. Il est subtil, durable, profond. Il découle naturellement d'une vie alignée, harmonieuse, cohérente. Une vie où les mots correspondent aux actes, où les convictions se traduisent en comportement, où la vérité intérieure guide chaque pas. Pour celui qui aspire à l'individualité véritable, ce dernier sommet n'est pas un accomplissement figé, mais un chemin sans fin. La noblesse morale se cultive chaque jour, dans les petits gestes, comme dans les grandes décisions. Elle s'entretient par la vigilance, par la réflexion, par l'honnêteté, par la remise en question, par le courage de reconnaître ses zones d'ombre et de les éclairer. Elle demande une discipline intérieure constante, non pas pour paraître parfait, mais pour rester fidèle à la meilleure version de soi-même. Elle demande aussi une grande sincérité, car rien n'est plus fragile que la conscience si on la néglige, et rien n'est plus puissant qu'elle si on l'honore. La noblesse morale est donc le véritable couronnement de l'individualité. Elle représente le point où l'homme cesse de vivre selon les influences extérieures et commence à vivre selon ses valeurs les plus élevées. Elle symbolise la victoire de la conscience sur l'ego, de la vérité sur le mensonge, de la dignité sur la facilité, du cœur sur l'apparence. À ce niveau, l'homme ne se contente plus d'exister. Il inspire, il éclaire, il élève.
Sa vie devient un exemple silencieux, une preuve vivante que la grandeur n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une potentialité offerte à chacun, dès lors qu'il choisit de se tenir droit, honnête, noble et fidèle à ce qu'il y a de meilleur en lui. Redevenir roi de soi-même, c'est reprendre la pleine souveraineté de son existence. Ce territoire intérieur que tant d'hommes abandonnent sans s'en rendre compte aux influences sociales, aux peurs collectives, aux jugements extérieurs et aux attentes qui ne leur appartiennent pas. Tout ce parcours autour de l'individualité, de la pensée indépendante, de la maîtrise personnelle et de la noblesse morale converge vers une vérité simple mais profonde. L'être humain naît libre, mais il doit choisir de le redevenir. Le monde moderne n'a jamais disposé d'autant de moyens pour détourner chacun de lui-même, pour imposer des modèles artificiels, pour encourager la comparaison, la conformité et la facilité. Pourtant, c'est dans ce même monde que l'individu véritable peut briller avec une intensité exceptionnelle, car rien n'est plus rare que celui qui se connaît, qui se respecte et qui vit en accord avec sa conscience la plus haute. L'individualité, telle que l'entend William George Jordan, n'est pas un caprice, un égoïsme ou une revendication de différence. C'est un royaume intérieur que chacun doit gouverner avec sagesse, force et noblesse. Se réapproprier ce royaume signifie d'abord intégrer tous les principes qui ont guidé ce voyage. Le pouvoir silencieux de l'authenticité, la libération du regard des autres, la formation d'un caractère solide, la pensée indépendante, la maîtrise de soi, la volonté créatrice, la résistance aux pressions de la société moderne et enfin l'épanouissement de la noblesse morale. Chacun de ces principes agit comme une pierre posée sur un édifice intérieur qui ne doit rien à la chance et tout à l'effort conscient. Ils forment ensemble une architecture de liberté personnelle, un ensemble de forces qui, une fois harmonisées, transforme un individu ordinaire en un être capable d'influencer le monde par sa seule présence. Le but n'est pas de devenir meilleur que les autres, mais de devenir meilleur que l'homme que l'on était hier. Pas de se comparer, mais de se dépasser. Pas de chercher l'approbation, mais de chercher la vérité intérieure. Redevenir roi de soi-même, c'est aussi accepter que cette quête n'est pas un objectif ponctuel, mais une mission de vie. L'individualité véritable ne se gagne pas une fois pour toutes. Elle se protège, se cultive, se renforce quotidiennement. Chaque jour présente son lot de tentations de renoncer à soi. L'envie de plaire, la peur de déplaire, le besoin de se conformer, la fatigue qui pousse à la facilité, la distraction qui disperse. Celui qui veut rester souverain doit apprendre à dire non à tout ce qui tente d'usurper son pouvoir intérieur. Il doit faire preuve de constance, de discipline, de lucidité et de courage. Il doit apprendre à écouter sa conscience avant ses impulsions, à suivre son intuition plutôt que la foule, à privilégier la profondeur plutôt que la rapidité. Cette vigilance n'est pas un fardeau. Elle est une preuve de maturité intérieure. Elle rappelle que le royaume de soi-même ne se gouverne ni par la force brute ni par la complaisance, mais par la maîtrise, la sagesse et la vérité. Et pourtant cette mission n'a rien d'austère ou de triste. Redevenir roi de soi-même, c'est découvrir une immense joie intérieure, une sérénité profonde, une force tranquille que rien à l'extérieur ne peut ébranler. C'est vivre avec une cohérence qui apaise, avec une direction qui clarifie, avec une énergie qui inspire. C'est se tenir droit, même quand les vents soufflent. C'est marcher dans la vie avec une dignité qui ne dépend d'aucun regard. C'est être libre dans un monde qui vit en captivité mentale. L'individualité ainsi retrouvée devient une source de lumière, non seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres. Elle montre qu'un être humain aligné, authentique, noble et maître de lui-même, n'a pas besoin de dominer le monde pour laisser une empreinte durable. Il lui suffit de demeurer fidèle à son propre centre. À présent, vient le moment de l'appel à l'action. Car ce livre, ses réflexions, ses chapitres, n'ont de valeur que s'ils se transforment en mouvement intérieur, en décisions concrètes, en transformation tangible. Redevenir roi de soi-même n'est pas une idée abstraite, c'est une invitation à changer sa manière de vivre, à parler avec plus de vérité, à agir avec plus d'intégrité, à penser avec plus d'indépendance, à se maîtriser avec plus de rigueur, à développer une volonté capable de soutenir ses ambitions les plus hautes, à résister aux influences qui détournent, à cultiver la noblesse morale qui élève, à devenir cette version de soi que l'on admire secrètement,
mais que l'on n'a pas encore osé incarner. Le problème monde n'a pas besoin de copies, de conformistes ou d'imitateurs supplémentaires. Il a besoin d'hommes et de femmes qui osent être eux-mêmes, pleinement, courageusement, noblement. Le moment est donc venu de s'engager envers soi-même, de se promettre de ne plus vivre à moitié, de ne plus se perdre dans les attentes, de ne plus sacrifier sa dignité à la peur ou au doute. Le moment est venu de marcher avec la certitude que la grandeur individuelle appartient à ceux qui osent la revendiquer et la construire jour après jour. Chacun possède ce potentiel, cette couronne invisible, cette souveraineté naturelle qui attend d'être réveillée. Il suffit de franchir ce seuil intérieur où l'on décide enfin de laisser tomber les imitations, les masques, les compromis inutiles et les dépendances mentales. C'est là que commence la transformation véritable, lorsque l'individu comprend que sa vie lui appartient, et que la plus haute mission qu'il puisse assumer est de devenir la meilleure version de lui-même, sans peur, sans imitation, sans renoncement.